Fidèles téléspectateurs d'Africable Télévision, mesdames, messieurs, bonsoir et bienvenue à toutes et à tous. Ce soir dans Politique, l'invité, le professeur Franklin Nyamzi Wa Cameroun Wa Africa. Professeur, bonsoir et bienvenue. Bonsoir mon cher Robert Dissa et bonsoir aux téléspectateurs d'Africable que je suis content de retrouver. Nous aussi, nous sommes très contents de vous retrouver là ce soir pour échanger un peu avec vous. Merci d'être là. Merci. Merci beaucoup. Mesdames, Messieurs, pour un rappel, professeur Nyamzi est agrégé de philosophie, auteur de nombreux ouvrages de philosophie, de littérature et d'analyse politique comme Critique de la tragédie camerounaise, Dire avec Dieu, dire plutôt avec S, dire adieu pour demain, oraison pour une humanité révoltée, aussi pour un anticolonialisme critique et contre l'anticolonialisme dogmatique, regard croisé sur la crise post-électorale ivoirienne. Intellectuel, ces grands professeurs travaillent beaucoup dans le champ déterminé de la démocratisation et du cosmopolitisme du continent africain. Avec lui ce soir, mesdames, messieurs, nous allons parler principalement de trois grands axes, à savoir justement Afrique des libertés, qui est un institut qu'il dirige. Nous allons parler également du panafricanisme et enfin de l'AIS, force et faiblesse. Professeur, avant d'entrer dans ces grands axes, dites-nous qu'est-ce qui vous amène aujourd'hui à Bamako et c'est pour combien de jours? Bamako est partie totale de ma terre natale d'Afrique. Ouais. Donc de ce point de vue, la question ne se pose pratiquement pas, cher Robert. On ne demande pas à un homme ce qu'il va faire chez lui. Mais puisque nous sommes amenés à transhumer dans le monde, afin parfois d'ailleurs d'être beaucoup plus efficaces chez nous que si nous étions restés chez nous, j'ai entrepris avec mes collègues de l'Institut de l'Afrique des libertés de faire le tour des pays de l'Alliance des États du Sahel pour leur apporter un soutien décisif. Face non pas simplement au terrorisme armé qui ensanglante notre continent natal, mais nous nous sommes spécialisés dans le combat contre le terrorisme scientifique. Car cela ne vous a pas échappé, mon cher Robert Dissa. Les sanctions inhumaines, illégales et criminelles que la CEDEAO a infligées à notre peuple africain du Mali, au peuple burkinabé et au peuple nigérien, se sont prévalus de l'autorité de quelques groupes d'experts, embusqués à Paris, à New York, à Londres, à Genève, et qui pérorant à partir des certitudes acquises par leur parcours prétendument extraordinaire d'universitaires, ont, pour ainsi dire, déterminé la doctrine de la punition contre tous les pays africains qui aspirent à la véritable souveraineté. Ces experts qui sont dans des instituts, des think tanks, des fondations, bien souvent placés dans le Nord ou financés par le Nord, ces experts produisent des rapports sur la base desquels l'Organisation des Nations Unies, l'Union Européenne, le G7, le G20, l'Union Africaine, la CEDEAO, prennent des décisions qui sont aux antipodes des aspirations de nos peuples qui aspirent à la sécurité, à la paix, à la justice, à la liberté et qui veulent vivre dignes et prospères sur leur propre terre. Nous avons donc entrepris de mettre en place une contre-expertise endogène. Ce sont des experts africains vivant sur les 5 continents qui se mettent ensemble dans notre institut pour produire une archive scientifique qui soit secourable à la perspective d'émancipation qui est celle des pays de l'Alliance des États du Sahel. Autrement dit, nous travaillons pour décoloniser les concepts qu'on a voulu nous imposer en politique, comme par exemple le concept de démocratie, le concept de droits de l'homme, les concepts de croissance qu'on a voulu nous imposer en économie, le concept d'arriération, de sous-développement ou de pays en voie de développement, pays pauvres très endettés qu'on a voulu nous imposer pour classifier les pays africains qu'on a appauvris mais qu'on traite de pauvres. Nous travaillons à rendre à l'Afrique les mots à partir desquels elle peut dire ces mots. Les mots M-O-T-S, à partir desquels elle peut dire ces mots M-A-U-X. Et pour cela, nous avons besoin de faire comprendre, non seulement à l'opinion, mais surtout aux dirigeants qui ont la responsabilité de nos États, eh bien, l'importance, le bien fondé de l'initiative que nous prenons de produire l'archive politique africaine, la validation des politiques africaines à partir de travaux scientifiques africains menés
par des scientifiques africains engagés dans la perspective émancipatrice. Je ne crois pas, mon cher Robert dit ça, en la neutralité de la science. Cela n'existe pas, c'est un mythe. La science est toujours faite dans un but précis. Il peut être économique, il peut être moral, il peut être idéologique. Il n'y a pas de science neutre. Donc l'intellectuel africain ne doit pas prétendre qu'il n'a pas à participer à l'orientation de la vie de la cité, car qu'il le veuille ou non, les idées sont utilisées en politique, en économie, en art, elles sont utilisées en médecine. Les idées servent à transformer la nature, à transformer l'homme. Et il vaut mieux que cette transformation soit volontaire, consciente, maîtrisée, positive. Et quand ce n'est pas le cas, on a plutôt destruction, détérioration, déclin. Et c'est cette épouvantable situation que les peuples sahéliens connaissent. Pour me résumer, nous venons mettre la science africaine à la disposition de la politique africaine. Nous n'ignorons pas qu'il y a des universités, qu'il y a des centres de recherche qui existent dans la plupart de nos pays. Ce que nous soulignons, c'est que la faiblesse de l'Afrique aujourd'hui, c'est que à côté de l'université, entre l'université et le politique, il y a très peu d'organes que j'appellerais des organes de la science opérationnelle. Si vous regardez un ministère de la justice, un ministère des affaires étrangères, un ministère de la défense, dans les grandes puissances du monde, vous verrez que ces ministères sont toujours entourés et soutenus par les travaux de fondations, d'instituts qui sont en interaction avec les décideurs politiques de ces ministères. Donc, ce travail des instituts, des fondations, ce travail des think tanks est un travail essentiel. Et chaque pôle de l'action politique doit s'entourer de noyaux de réflexion, de productivité, pour que l'Afrique cesse de dépendre des humeurs d'obscurs chercheurs et experts tapis dans les limbes du monde occidental ou oriental et prétendant toujours dicter à l'Afrique ce qui est bien ou mal. De toute la façon, pour que le récit des chasses soit raconté autant par les chasseurs que par le gibier lui-même. Mais pour revenir toujours à ce que vous veniez de dire, mais justement, s'il y a eu ce déficit dans le travail entre nous, nos instituts sur place, et nos gouvernements, la faute incombe à qui? Est-ce que nos gouvernements, longtemps aussi, n'ont pas méprisé nos hommes de science? La vérité est que la science africaine, mettons, de ces 60 dernières années, est née en situation de domination. Lorsque l'on crée un État dans une situation asymétrique, où cet État signe par ailleurs des accords pour dire qu'il renonce à posséder sa propre monnaie, dire qu'il renonce à assurer sa propre sécurité et que les bases militaires de l'ancienne puissance coloniale vont rester. Lorsqu'on crée un État en acceptant que cet État soit soumis au statut de penholder d'une ancienne puissance coloniale qui décide pour cet État aux Nations Unies. Lorsqu'on crée un État en déclassant les langues nationales et en les désofficialisant pour officialiser la langue héritée du colon, on commence l'activité scientifique au service de la domination, qu'on le veuille ou non. Ça s'appelle les indépendances sous haute surveillance, les pseudo-indépendances. L'erreur qu'on a commise pendant très longtemps, c'était de penser que cette situation de domination, de vassalité, que nous avons appelée dans le bassin francophone la France-Afrique, on a pensé que ça ne concernait que les politiques. Ce qu'on n'a pas vu, c'est que ça concernait les scientifiques. Pourquoi? Parce que si vous avez une élite politique dominée, vous avez une science dominée. Vos laboratoires de recherche, vos universités produisent des idées qui reproduisent votre situation de dominé. Puisque les financements, puisque les programmes, puisque les priorités, les applications techniques sont décidées de l'étranger, l'étranger qui a besoin de pays africains faibles pour continuer à piller les richesses naturelles, l'or, le manganèse, l'uranium, vous, universitaires, chercheurs, travaillez à votre propre perte. Voilà pourquoi, paradoxalement, dans la plupart de ces pays dominés de notre continent, l'universitaire est d'abord quelqu'un qui accomplit une carrière. Il enseigne, il fait de la recherche, il publie, on le paye, il s'occupe de sa famille du mieux qu'il peut, il vit. Or, il faudrait que l'universitaire, il faudrait que l'intellectuel, il faudrait que l'enseignant soit également investi dans la transformation du savoir théorique en activité pratique. Donc, qu'il soit investi dans des institutions de sciences opérationnelles. Et c'est ce que j'appelle les instituts, les fondations, les think tanks. Donc, cela n'est pas possible si le politique est dominé. Parce que si le politique est dominé, il transmet nécessairement le virus de l'aliénation aux institutions qu'il crée. De l'autre côté,
Nous avons une responsabilité en tant que scientifiques, en tant qu'intellectuels. C'est de ne pas pratiquer aveuglément les disciplines. C'est de ne pas recevoir les notions, les concepts sans une interrogation critique. C'est de ne pas abandonner notre propre langue. Dans ma langue, le Bassa Bantou du Cameroun, on dit Ibale umporbe hilembion we nimil. Si tu ne parles pas ta langue, c'est que tu es perdu et tu as perdu. Pourquoi? Parce que systématiquement, tu vas projeter dans le monde le regard que l'autre a sur toi et tu vas rejeter de ce monde le regard que tu aurais pu avoir sur toi-même. On doit décoloniser la science, on doit décoloniser les mathématiques africaines, la philosophie africaine, les sciences politiques, l'économie, la physique africaine. Par exemple, il y a un mythe selon lequel l'Afrique aurait besoin systématiquement de transfert de technologie. Non, il faudrait d'abord qu'on restitue, par exemple les Africains, à la conscience que l'histoire technologique et scientifique de l'Afrique est beaucoup plus longue que l'histoire coloniale, néocoloniale et négrière. Il y a 3000 à 4000 ans, Cheikh Anta Diop l'a montré, Théophile Obenga l'a montré, Nusere Kalalao Motunde a travaillé sur ce champ déterminé. Il est établi que les sciences fondamentales qui vont faire ce qu'on appelle faussement le miracle grec, ces sciences étaient développées en Afrique noire plusieurs millénaires avant l'éveil des puissances occidentales. Ah, en témoin, par exemple, le livre de Liliam Thuram, les perles, Absolument. Les perles noires. Absolument. Aussi au Mali, je ne sais pas si vous l'avez connu, et je vous suggère vraiment de bien le rencontrer. Il est encore vivant, le journaliste Daouda Tekete, qui a écrit alors, un livre de plus de 400 pages sur ces inventeurs noirs africains qu'on occulte partout dans le monde. Qu'on occulte partout. Donc, alors, moi j'étais à Agadez, dans le centre, presque centre-nord du Niger, et j'ai eu le bonheur de visiter une mosquée qui date du début du 15e siècle, 1402-3 m'a dit le sultan des lieux, une mosquée qui est à elle seule une école. C'est vrai. Et l'une des choses qui me choque, c'est que alors que sur notre terre africaine, il y a des vestiges vivants de l'intelligence des civilisations qui se sont succédées ici, on a pu tenter de faire croire sur ces mêmes terres, tout en saccageant bien sûr nos monuments et notre mémoire, qu'il nous fallait aller chercher la science à l'étranger. La science ne se cherche pas à l'étranger, on s'inspire de tous les hommes, mais on continue sa tradition. Cette mosquée est extraordinaire. C'est la mosquée aux 99 portes, avec un fameux parcours spiralé en labyrinthe qui conduit jusqu'au sommet de la mosquée et qui en fait reproduit les grandes phases de l'existence humaine. La difficile naissance dans la douleur du monde, maintenant la découverte du plaisir, on grandit, on devient adolescent, on devient un homme adulte, et dans la dernière phase, celle qui conduit à cette rencontre avec Dieu, à la spiritualité, de nouveau la souffrance, à savoir le passage à la vie spirituelle et la grande décision entre une vie spirituelle détruite, la vie infernale, ou une vie spirituelle réussie, la vie paradisiaque. On peut enseigner la philosophie, l'histoire, les mathématiques à partir de l'histoire longue de l'Afrique, de la connaissance que l'Afrique, la connaissance critique que l'Afrique a d'elle-même. Donc on doit mener les révolutions politiques en même temps que les révolutions scientifiques. Ouais, on va parler forcément d'un des programmes de votre Institut Afrique des Libertés, un programme, le quatrième axe d'ailleurs du programme de l'Afrique des Libertés qui est consacré justement au génie culturel africain. Absolument. On aura certainement le temps d'en parler. Mais une première question internaute, Bamoignan. Il paraît que vous parlez de ça maintenant. C'est quel concept, c'est quel projet Bamouania? L'auteur du concept est l'ancien Premier ministre, ancien président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, président de notre mouvement en Côte d'Ivoire, Génération et Peuple Solidaire, Guillaume Soro, qui est rentré d'exil d'Occident et qui maintenant vit parmi nous en Afrique. Guillaume Kibafori Soro a dit un jour, par un tweet sur sa page Twitter, je m'en vais à Bamouania. Et il a pris le soin d'écrire Bamouania d'une manière qui peut indiquer que c'est un anagramme en fait, et qu'on peut le décoder facilement. Il a écrit Bam avec B majuscule, il a écrit le Wa avec O majuscule, et il a écrit le Nia avec N majuscule. Ce qui renvoie à Bamako pour Bam, Ouagadougou pour Wa et Niamey pour Nia.
D'accord. Donc, Bamouania, c'est quoi? C'est l'unité des villes capitales de l'Alliance des États du Sahel. Et je dis que je suis à Bamouania parce que les raisons pour lesquelles je soutiens le peuple malien, je soutiens la transition malienne, sont strictement les mêmes raisons pour lesquelles je soutiens le peuple burkinabé et sa transition, je soutiens le peuple nigérien et sa transition. Nous nous sentons responsables d'accompagner le grand mouvement, la grande aspiration des 3 étoiles polaires africaines du Sahel. D'accord, donc sur le Gondwana, on a les Bamouania. On a maintenant Bamouania. L'heure des anagrammes a sonné, Oui. peut-être arrive bientôt une monnaie indépendante. Alors ce sera la concurrence de savoir qui a trouvé le nom. J'espère que Maman est à l'écoute. Donc sur le Gondwana, on a aussi les Bamouania, cher Maman. Alors du coup, professeur, nous allons parler de l'Afrique des libertés, Oui. dans sa structuration, dans son organisation, mais aussi une question qui intéresse tout le monde, son financement. L'Afrique des libertés est une initiative qui m'est venue un jour que j'étais à Samaya parce que j'ai participé à la fondation du département de philosophie de l'Université catholique d'Afrique de l'Ouest, l'UCAO. Et à l'invitation du professeur Éloi Diarra, avec qui j'ai enseigné plusieurs années à Rouen et que j'ai découvert là-bas, j'ai découvert en fait le Mali physiquement depuis 2012. Et je venais pratiquement un mois chaque année au Mali assurer ces cours de philosophie pour les étudiants de philosophie de l'Université catholique. Et comme j'avais le loisir d'être logé non loin des prêtres à Samaya, eh bien je profitais de ce temps pour me poser la question de savoir, en dehors du fait de produire des livres, de produire des conférences, en dehors du fait que je peux participer au débat dans la cité, comment est-ce que je pouvais structurellement aider mon continent natal? Alors, j'ai repéré l'absence de structure de sciences opérationnelles. On a la science, on va dire, universitaire, la science institutionnelle, on a les gouvernements, mais on n'a pas assez de structures de sciences opérationnelles. C'est-à-dire que nos ministères ne sont pas suffisamment entourés de scientifiques qui savent transformer le savoir théorique en savoir pratique et qui ainsi peuvent utilement appuyer les justes politiques gouvernementales. Ouais. Donc je me suis dit, il faut... Vous servez de boussole aux décisions. Voilà. Alors, d'éclairage, d'apport, parce que la science opérationnelle ne décide pas, elle conseille, elle suggère, elle ne décide pas. Elle n'a pas de légitimité politique. La légitimité est celle du décideur politique, de celui qui a reçu le pouvoir du peuple. Mais alors, il manquait ce maillon, donc je me suis dit, mais il faut créer un institut consacré à l'Afrique qui va produire progressivement, pour tout ce qui concerne la politique africaine, non seulement un stock de références, d'archives, qui vont servir à tous les scientifiques africains qui sont intéressés par le fait que la science africaine soit la source de référence de la politique africaine. On va faire ça. On va essayer de convaincre les gouvernements panafricanistes, des gouvernements souverainistes, parce que vous n'aurez jamais la possibilité de convaincre des gouvernements vassaux et néocolonisés de le faire. On va les convaincre d'accepter le principe de l'installation de ce maillon intermédiaire entre la science classique et l'action politique, d'accepter ce principe et d'accepter de mettre en place un mode soit de convention, un mode de coopération, un mode de collaboration qui respecte à la fois les domaines de compétences des uns et des autres, mais qui crée une convergence dans l'intérêt de nos peuples. Vous avez posé la question du financement. Mais avant le financement, le fonctionnement. Le fonctionnement. Alors, l'Institut, c'est aujourd'hui 30 experts. 30 experts qui sont répartis sur les 5 continents et qui appartiennent à toutes les disciplines classiques de l'université, mais qui ont aussi ceci de particulier qu'ils ont une certaine expérience du politique, soit parce qu'ils ont été des conseillers politiques, soit parce qu'ils ont eux-mêmes déjà fait de la politique de terrain, soit parce que ce sont des militants, par ailleurs, des activistes, mais qui ont une orientation clairement émancipatoire, anticoloniale et antidespotique. Donc, ils sont sélectionnés sur ce critère et ils sont donc engagés dans notre institut par cooptation et examen de dossier. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que la structure en tant que telle fonctionne sur la base d'une assemblée générale d'associations classiques. Notre institut est une association de droit malien. Nous avons déclaré notre institut auprès des autorités maliennes parce que nous souhaitons que ce soit un institut africain et qu'à partir de l'Afrique, des antennes puissent être construites éventuellement sur d'autres continents. Cela ne pose pas de problème. Nous finançons sur nos fonds propres et nous pouvons être ouverts à la réception
si cela est nécessaire, de subventions sur projet, mais de subventions d'autorités politiques appartenant à la mouvance panafricaniste à laquelle nous nous reconnaissons, ou éventuellement de subventions de donateurs citoyens, estimant que certains des projets que nous menons sont bons. D'accord. Alors nous allons parler maintenant du programme de l'émancipation africaine, tel que le veut Afrique des libertés. Oui. Mais rapidement, un éclairci sur le concept de liberté ici. Parce que là, c'est pas l'Afrique de la liberté, mais l'Afrique des libertés. De quelle parle-t-on rapidement? On entend ici par liberté au pluriel le fait, en fait, qu'il n'y a pas une compréhension unique et exclusive de la liberté. Okay. La liberté meurt quand on ne l'entend que d'une seule façon. Il y a liberté là où plusieurs voix peuvent s'exprimer, sans pour autant s'auto ou s'entre-détruire. Voilà pourquoi je promeus l'Afrique des libertés. Une certaine façon de dire que je suis un ardent défenseur du pluralisme des idées. Et vous l'avez dit d'ailleurs au Niger, je crois qu'on aura le temps là aussi d'en parler parce que vous avez dit à Mahamoud ou Mahaman Oumarou que en fait vous ne vous installez pas quelque part dans des vaines rivalités, mais on aura justement le temps d'en parler. Mais revenons maintenant sur le programme. Vous avez bien suivi les choses, Robert. J'ai vraiment suivi tout le séjour nigérien, j'ai tout suivi. Hein, dès lors que je savais qu'on allait avoir cette émission-là. Ouais. Mais alors, croyez-moi, je vous ai suivi. Seconde après seconde. Donc, le programme de l'émancipation africaine, 4 axes. La fin de l'occupation militaire étrangère du sol africain, la fin de la domination économique néocoloniale et impérialiste en Afrique, la fin des régimes despotiques en Afrique et enfin, la renaissance culturelle africaine. Commençons par le premier axe, la fin de l'occupation militaire étrangère du sol africain. Quel état des lieux adressez-vous aujourd'hui par rapport à ce premier axe-là? Un état des lieux qui est habité par un immense espoir, incarné par l'Alliance des États du Sahel. Certains croyaient cela impossible, que les forces militaires d'une ancienne puissance coloniale quittent pacifiquement le territoire africain à la demande des peuples et des gouvernements panafricanistes. Le Mali, le Burkina et le Niger incarnent la preuve que le soft power africain est de retour. Il y a une molécule chimique fondamentale qui explique le succès de ces démantèlements d'occupation militaire néocoloniale. L'alignement entre les peuples, l'armée et le gouvernement. Chaque fois qu'en Afrique, il y a un alignement entre les aspirations du peuple, les aspirations de l'armée et celles des gouvernants, on obtient la dédomination militaire. C'est vrai. Vous avez observé au Mali que quand l'écrasante majorité des Maliens a dit qu'elle ne voulait plus voir de base militaire française sur son sol, l'armée malienne, qui pourtant avait coopéré pendant plusieurs années, plusieurs décennies, avec cette armée française, cette armée, sous l'inspiration et la détermination de son peuple, cette armée s'est faite porteuse de la doctrine du peuple. Et le leadership du président Assimi Goïta a pris sa première légitimité de la reconnaissance de cette aspiration populaire. Donc, le Mali a été le laboratoire du démantèlement. Et on sait très bien que dans tous les autres pays africains qui sont sous occupation militaire des anciennes puissances coloniales ou des puissances impérialistes, chaque fois qu'il y aura alignement entre la volonté de la majorité du peuple, la volonté des forces de défense et de sécurité et la volonté des gouvernants, ce sera imparable. Au Niger, l'armée française s'est retirée, mais l'armée américaine va se retirer. Je vous le dis avec une certitude mathématique, car j'ai observé au Niger un alignement entre le peuple dans sa majorité, l'armée dans son écrasante majorité et les autorités. Cela se produira au Tchad si l'alignement des 3 structures dont je parle a lieu. Cela se produira un jour au Gabon si cet alignement a lieu. Cela se produira bientôt en Côte d'Ivoire, où je pense que cet alignement aura lieu. Cela se produira au Sénégal, où le jour où les aspirations les plus larges du peuple sénégalais, les devoirs les plus conscients des forces de défense et de sécurité du Sénégal, et l'élite politique capable de diriger le Sénégal de façon inclusive, quand tout cela va s'aligner, nous verrons l'Afrique débarrassée des bases des anciennes puissances coloniales. Alors, deuxième axe du programme de l'émancipation africaine, la fin de la domination économique néocoloniale et impérialiste en Afrique, ce qui m'amène à revenir sur une de vos publications.
pour un anticolonialisme critique et contre L'anticolonialisme. l'anticolonialisme dogmatique. Avant même de prendre La question. le grand champ des regards croisés sur la crise post-électorale, mais je m'arrête là. Oui. Anticolonialisme critique, anticolonialisme dogmatique. Hein. Quand on est contre Oui. l'anticolonialisme dogmatique, Oui. de facto, Oui. est-ce qu'on n'est pas du coup aussi pour un anticolonialisme critique? Où est la différence entre Très ces bien. deux concepts? Eh bien, les deux formules avaient exactement pour but de montrer comment on pouvait concevoir de manière cohérente le processus de la dédomination africaine. D'accord. Nous avons pris une mauvaise habitude en Afrique. C'est de souvent nous contenter de dénoncer ce que l'occupant colonial, les occupants coloniaux successifs nous ont fait, tout en évitant de voir que parfois dans notre comportement, nous, Africains, les uns envers les autres, nous reproduisons ce que nous condamnons chez les colons, chez les négriers, chez les impérialistes. Donc en fait, la décolonisation véritable, c'est quoi? C'est pas simplement que les bases militaires des puissances coloniales s'en aillent, que la monnaie néocoloniale s'en aille, que l'on cesse de se mêler de nos affaires aux Nations Unies, que l'on cesse de nous imposer des langues étrangères comme langues officielles. Ça ne suffit pas. Il faut, sur le premier point, pendant que je dénonce la violence de l'étranger contre mon continent, que je ne sois pas un agent de violence de l'Africain contre l'Africain. C'est là l'anticolonialisme critique. Or, je suis dans l'anticolonialisme dogmatique si je dénonce ce que la France, ce que les États-Unis, ce que la Belgique, ce que l'Angleterre ont fait à l'Afrique, alors que dans ma pratique politique, je suis un bourreau pour mon propre peuple. Si je dénonce la domination économique et que par ailleurs je suis moi-même une élite politique corrompue, mais je suis en train de reproduire ce que je reproche aux puissances étrangères. Si je dénonce l'immixtion des puissances étrangères dans les choix souverains de nos peuples, et que par ailleurs je fraude aux élections, je viole la Constitution, je prolonge artificiellement mes mandats, mais je suis en train de faire ce que je reproche aux puissances. Et enfin, si je prétends participer à la renaissance culturelle de mon continent, et que par ailleurs je ne finance pas la connaissance de nos traditions, la connaissance de notre histoire. Je ne veille pas à ce que les programmes d'enseignement, de la maternelle à l'université, soient de nature à produire des Africains fiers, dignes, conscients, éveillés. Alors, je suis en contradiction. Donc, mon ouvrage anticolonialiste pour un anticolonialisme critique et contre l'anticolonialisme dogmatique insistait pédagogiquement dans les deux formulations pour dire, n'oubliez pas, si vous êtes un anticolonialiste dogmatique, vous n'êtes pas un véritable anticolonialiste, puisque vous reproduisez en Afrique ce que vous condamnez de la part du reste du monde contre l'Afrique. Il faut être exemplaire. L'exemple vaut mieux que la leçon. Et si l'Africain respecte l'Africain, l'Afrique sera respectée par les non-Africains. D'accord. Alors nous allons passer au second axe de notre entretien, professeur, consacré au panafricanisme. Et quel est le panafricanisme selon le professeur Niamsi? Le panafricanisme, ce mot est composé de deux mots, grosso modo. Il y a pan, qui dans le latin, le grec signifie le tout, la totalité, le monde. Il y a africanisme qui vient du nom Afrique, qui a été donné à notre continent, bien souvent d'ailleurs par des visiteurs étrangers. Afrique viendrait de affaire en latin, qui veut dire noir, sombre, et par extension, Afrique signifie le pays des hommes à la peau sombre, à la peau foncée. Bon, l'histoire de ce nom, à elle-même, à elle seule, pourrait faire l'objet d'une émission. Mais ce qui est important ici, oui, même d'une thèse. Ouais. Mais ce qui est important ici, c'est de comprendre d'où vient le panafricanisme. Mais la prise de conscience dans les diasporas africaines du 18e, 19e, début 20e siècle, du fait que le traitement qui était réservé aux hommes, eh bien, de peau noire dans le monde, avait été savamment ourdi, notamment à partir du 15e, 16e siècle, par l'idéologie raciale. Et cette idéologie raciale n'était qu'une ruse pour justifier, pour légitimer sur un critère complètement faux, la couleur de la peau, l'exploitation, le pillage, l'extermination des populations africaines dans le but précisément de les exproprier, les priver de la jouissance de ce que la nature, ou pour ainsi dire Dieu le Tout-Puissant, avait prévu pour elle. Donc le panafricanisme, c'est la prise de conscience du fait que être africain implique une certaine pesanteur historique. Deuxièmement, le panafricanisme, c'est la décision, la révolte de l'homme noir.
sur tous les continents, contre la condition qui est faite et sa décision de se mettre avec ses frères et sœurs dominés sur tous les continents et briser ces chaînes. Briser ces chaînes, c'est à la fois le retour à l'Afrique, comme le diront les Marcus Garvey, mais c'est aussi le retour à la tradition, à l'histoire longue de l'Afrique, c'est la réhabilitation de la civilisation négro-africaine, c'est la construction de l'État fédéral africain, dont l'Alliance des États du Sahel est aujourd'hui un véritable chantier. Donc voilà pour moi les trois niveaux du panafricanisme. Une prise de conscience, donc un réveil, ensuite une révolte, par conséquent une lutte. Le panafricanisme va accoucher de l'anticolonialisme, il va accoucher de toutes les insurrections, de tous les marronnages des Africains du monde entier. Et puis, troisième élément, le panafricanisme, c'est le renouvellement, la renaissance d'une civilisation, la relégitimation par un regard critique, mais également positif sur le passé long des Africains. Oui, je vous pose cette question justement compte tenu du fait que, comme je vous ai dit, j'ai suivi votre causerie avec votre cadet, que vous appelez cadet bien-aimé, Oumarou Abdourahmane, justement. Vous disiez que, alors, vous, panafricanistes, hein, entre vous, c'est des visions différentes, parfois des approches différentes, mais que l'ennemi est tapis à l'ombre et veut toujours profiter justement de cette dissociation-là entre vous. Mais dites-nous, professeur, aujourd'hui, est-ce qu'on peut dire qu'il y a des lignes communes, alors par exemple à ONG Urgence panafricaniste, à Afrique des libertés, à d'autres courants panafricanistes? Est-ce qu'il y a des lignes communes? Si oui, lesquelles? Les lignes communes sont exactement, de mon point de vue, celles de la définition que j'ai donnée du concept. Il y a un large consensus autour de la définition du concept. Les différences viennent au niveau des solutions et des méthodes d'action. Alors, d'abord au niveau des solutions, certains panafricanistes estiment qu'il faut reconstruire l'Afrique sur la base du critère de la reconstitution de la communauté noire, mais donc le critère biologique. Et il faudrait réapprendre aux Noirs à vivre exclusivement et amoureusement et bienveillamment avec les Noirs, en noir. Ça, c'est donc un courant qui prône une certaine pureté raciale noire. Il y a un autre courant qui prône plutôt un panafricanisme de réalisation, celui qui réalisera l'état de droit africain, sans se figer sur le métissage inévitable des sociétés humaines, celui qui va réaliser une Afrique suffisamment puissante pour sécuriser ses populations, capable de tirer tout bénéfice de ce que la nature lui a offert, un panafricanisme donc de réalisation économique et sociale, celui qui va réaliser une Afrique puissante, et donc capable de rivaliser avec les autres grandes puissances dans le cadre d'un monde multipolaire. Donc voilà déjà une différence entre un panafricanisme déracialisé et un panafricanisme encore racialisé. Mais on peut aller plus loin. Tout au cours du XXe siècle, on a vu qu'il y avait le panafricanisme révolutionnaire, qui était d'inspiration marxiste-léniniste, qui prenait la lutte des classes et la révolution prolétarienne africaine, avec des figures comme Nkrumah, comme Nyerere, comme Amilcar Cabral, et dans une certaine mesure le premier Mandela, des figures vraiment qui s'étaient imbibées de la doctrine marxiste-léniniste, qui s'étaient imbibées du maoïsme, qui s'étaient imbibées globalement du courant socialiste occidental. Et il y avait un autre panafricanisme qui était un panafricanisme néolibéral, celui des Houphouët-Boigny, des rois du Maroc, celui de Mobutu, celui d'Ahidjo, bref, de tous ceux qui considéraient que l'Afrique ne pouvait se réaliser qu'en évoluant sous le giron des anciens maîtres coloniaux. Donc, il n'y a pas un seul panafricanisme, il y a des panafricanismes. Justement. Et le problème qui se pose aujourd'hui, c'est que ceux qui veulent maintenir l'Afrique en situation de suggestion veulent encourager les courants panafricanistes qui sont de nature à diviser, à claniser, à opposer inutilement les Africains. Il faut donc que nous fassions attention. Voilà pourquoi je fais partie de ceux qui, constamment, dans la grande nébuleuse. C'est vrai, vous appelez toujours à l'union. Vraiment, et je défends systématiquement les leaders panafricanistes, les mouvements panafricanistes, quel que soit le lieu où ils sont réprimés, quel que soit le lieu où ils sont atteints dans leur droit d'exister. Et je suis contre l'unification du panafricanisme.
La raison est toute simple. S'il y a unification du panafricanisme, ça voudra dire qu'il n'y aura plus de débat sur le panafricanisme. Et d'ailleurs, vous parlez de rétinisation Oui, oui. collective. La crétinisation. Crétinisation. La crétinisation. Oui, j'avais demandé. Oui. Crétinisation collective. Voilà, cette uniformisation, elle cache la crétinisation. La pensée unique produit davantage des moutons que des hommes libres. D'accord. Mais quand même, est-ce que pour que le panafricanisme ou les panafricanismes quand même puissent nous amener à réaliser l'unité africaine, il faut quand même le minimum qui va au-delà des simples éléments définitionnels, professeur. Par exemple, nous savons, si nous retournons dans l'histoire, le premier congrès panafricaniste, c'est avec Henri Sylvester, qui a réuni autour les de lui diasporas des gens comme les Webb Dubois et autres. À quand, par exemple, un grand congrès panafricaniste pour au moins dégager des pistes communes entre vous, panafricanistes, parce que quand ça va à gauche, ça va à droite, d'après vous-même, oui. L'ennemi est là, tapé à l'homme qui finance à gauche, qui finance à droite. Oui. Nous autres, qui ne sommes pas inscrits forcément dans la liste, nous pouvons nous dire quoi? Vous êtes tous financés d'une manière ou d'une autre. Alors, mais à quand ces grands congrès-là? Quelles sont les difficultés de réaliser un tel congrès, par exemple? Alors, une fois de plus, il faudra s'attendre à ce qu'il y ait plusieurs congrès panafricanistes. Il faut renoncer au mythe de l'uniformisation. Il faut renoncer au réflexe de penser que la puissance se réalise uniquement lorsqu'il y a rassemblement de tous. Laissons les gens se rassembler en fonction de leurs affinités. Laissons-les réaliser leur conception de l'unité. Et quelque part, l'un des enseignements de la dialectique, c'est qu'il faut toujours laisser une ouverture à la contradiction. Donc moi, ma perspective n'est pas de rassembler tous les panafricanistes dans une organisation. Je ne pense pas qu'il soit possible de rassembler tous les panafricanistes dans un congrès. D'ailleurs, il y a plus de panafricanistes inconnus que de panafricanistes connus. Ça, c'est clair. Donc un congrès, c'est juste impossible qui rassemblerait tous les panafricanistes. Je suis pour l'idée que chacun, en fonction de sa compréhension du panafricanisme, travaille à organiser les rencontres de ceux qui souhaitent mettre en commun leurs expériences. Bien sûr, ces rencontres devront être autant que possible des rencontres de points de vue divers. Mais je pense qu'il y a un programme minimal sur lequel la majorité des tendances panafricanistes aujourd'hui tombent d'accord. C'est la désoccupation militaire de notre sol, c'est l'abolition des monnaies néocoloniales, donc la domination économique, c'est le retour de la souveraineté des peuples. Et enfin, c'est le retour à une connaissance profonde et à une modernisation assumée de nos propres traditions. Ça, ces 4 points-là, je suis sûr que ce sont des lignes de rassemblement. Maintenant, au niveau de la mise en œuvre, la diversité des points de vue panafricanistes, mais elle doit être promue. Je ne suis pas d'accord avec chaque panafricaniste, mais je me battrai pour qu'il ait le droit de s'exprimer. D'accord, nous allons parler maintenant du 3e axe du programme de Afrique des libertés, la fin des régimes despotiques en Afrique, professeur. Vaste programme. Et quand nous avons mis sur nos plateformes que nous vous recevons ce soir, alors on a eu des réactions. Super. Et croyez-moi, 90% des commentaires que personnellement j'ai notés, alors vont dans un même sens. Pourquoi le professeur Niamsi parle du Mali, de l'AES, du Burkina Faso, du Niger? Il est camerounais d'origine. Très bien. Là-bas, on a un despote qui ne dénonce presque jamais. C'est ce qu'il dit, qui ne dénonce presque jamais. Il y a d'ailleurs quelqu'un qui dit que le professeur est sans doute un citoyen du monde par ses nombreux voyages. Mais de moins en moins, on le voit à Yaoundé, à Abidjan. Robert, il faut lui poser la question pourquoi. Merci. Et la question est posée. Eh bien, je leur réponds. Franklin Niamsi, Wa Cameroun, Wa Africa, 1, ne s'appartient plus, et 2, appartient à toute la communauté africaine mondiale. C'est comme cela que je perçois ma mission. Et le fait que mon pays natal, l'Afrique, et que le monde ait contribué à m'ouvrir aux lumières de l'esprit, eh bien, pour ce fait-là, je suis reconnaissant de cette façon, en étant disponible pour tout ce qui concerne la communauté africaine et plus largement la communauté humaine. Deuxièmement, Robert, j'ai écrit 25 ouvrages. Et parmi les 25 ouvrages, je vous pose une colle. Combien d'ouvrages ai-je écrit sur le Cameroun? Ouais, là, vous me posez une vraie colle, parce que la seule que je connais, c'est la tragédie. Critique de la tragédie camerounaise. Eh bien, j'en ai écrit 4. Okay. J'ai écrit Critique de la tragédie camerounaise. Vous en avez cité un deuxième. Oraison pour une humanité révoltée, dire adieu au demain. J'ai écrit
Réflexion pour une politique africaine de civilisation, le livre est consacré au Cameroun. J'ai écrit les nouvelles de Douala, parce que j'écris également de la littérature. Oui. Ça fait 4 livres sur le Cameroun. Alors, je pose la question à ceux qui me disent que je ne parle pas du Cameroun. Dites-moi, est-ce que vous connaissez combien de Camerounais qui ont écrit 4 livres sur leur pays? Pas beaucoup. Je fais partie des Camerounais qui se sont préoccupés de leur pays natal. La deuxième remarque que je veux faire, c'est quel est le contenu de mes livres sur le Cameroun? C'est la dénonciation de la dictature de M. Biya. Lisez le chapitre 7 et le chapitre 11 de critique de la tragédie camerounaise. Okay. Un livre que j'ai écrit après que mes frères et sœurs camerounais aient été massacrés lors des émeutes dites de la faim en février 2008. J'ai écrit ce livre pour dénoncer la dictature de M. Biya. Et je n'ai jamais varié d'un iota. Je suis opposé à la dictature du Cameroun depuis mes années à l'université de Yaoundé. Je suis un ancien syndicaliste, le syndicat du Parlement des étudiants camerounais. Nous avons été virés des universités camerounaises pour avoir résisté contre M. Biya. C'est comme cela que je me retrouve exilé estudiantin en Côte d'Ivoire en 1995, où je vais rencontrer d'ailleurs Guillaume Soro, secrétaire général de la FESI. Je quitte la Côte d'Ivoire et j'arrive en France en 2000 pour y achever mes études. Dans tout ce parcours, j'ai été secrétaire général de l'association des élèves stagiaires camerounais de Côte d'Ivoire, CAMSA-CI. J'ai été vice-président de l'association des élèves et stagiaires camerounais à Poitiers. J'ai été président du comité d'action panafricaine à Poitiers au début des années 2000. J'ai été vice-président de la section de France de l'Union des populations du Cameroun, cela pendant 4 ans. Je suis aujourd'hui membre du mouvement Génération et Peuple Solidaire de Côte d'Ivoire, dont le leader est Guillaume Kiwafori Soro, et j'ai écrit 25 ouvrages. 25. J'ai donné au bas mot maintenant 10 000 conférences sur les réseaux sociaux ces 25 dernières années. J'ai voyagé sur les 5 continents. J'ai enseigné 10 années au Mali. Chaque année, 1 mois au Mali. Je continue à former, à inspirer à travers le continent et les diasporas des cadets dans le domaine de la recherche scientifique. Si tous les Africains faisaient ne serait-ce que le quart de ce que je fais, nous aurions une Afrique très différente. Mais les gens qui ont formulé cette critique, mais qu'ils déposent leurs états de service envers leur propre pays. Je sais que la plupart de ces gens sont les partisans de M. Alassane Dramane Ouattara, le despote ivoirien, qui ne supportent pas l'efficacité de ma critique, la causticité de mon travail de déconstruction de son régime. Mais qu'ils se rassurent, je ne fais de cadeaux à personne. J'ai écrit plus de livres sur le Cameroun que sur la Côte d'Ivoire. Et ceux qui pensent que je ne traite pas du Cameroun sont ceux qui se réfugient derrière leur ignorance pour promouvoir leur arrogance. D'accord, donc nous allons toujours continuer et là nous allons partir quand même au 3e axe de notre entretien, l'AIS force et faiblesse. Eh oui. Alors on peut faire quand même un petit rappel rapide. On voit que l'AIS quand même naît dans une situation, on peut dire, de détresse. Parce qu'un pays frère, le Niger, alors était la cible encore des sanctions inhumaines cruelles de la CEDEAO et tout de suite un communiqué conjoint Mali-Burkina, vous touchez au Niger, vous touchez à nous autres et l'AES part comme ça. Alors du coup, pour certains, voici comme une création circonstancielle. Le projet n'étant pas mûri en amont. Je ne partage pas cette opinion. J'ai dit pour certains. Oui. Pour d'autres, oui. C'est de toutes les façons. L'AES, circonstanciellement créé ou non, il les fallait, ça et là, on y va. Et vous, est-ce que vous y voyez d'ores et déjà des faiblesses avant qu'on passe à ces forces? D'abord, la première des faiblesses que je vois, c'est qu'on tente de négliger et de ne pas mesurer la profondeur de l'initiative historique de l'Alliance des États du Sahel. En tant que philosophe, en tant que panafricaniste, en tant que fils de ce continent, moi je suis né en 1972 au Cameroun. J'ai 51 ans cette année. Et si Dieu veut, le 31 mars de l'année prochaine, j'aurai ma 52e année. Quand j'ai découvert ce que c'était qu'être africain, j'ai découvert que plusieurs générations avant moi ont caressé le rêve de constituer un État continental puissant qui permettrait de protéger les Africains du continent africain et du monde contre les vexations, les prédations, les humiliations, les spoliations du racisme, du colonialisme et de l'impérialisme. La plus grande utopie africaine, celle que j'ai découverte dans mon enfance camerounaise, c'est la construction de l'État continental africain. Et élève,
de classe terminale à Yabassi au Cameroun, plus tard à Yaoundé, j'ai eu l'occasion de lire le travail du professeur Cheikh Anta Diop sur les fondements de la construction d'un État fédéral d'Afrique noire. Donc je m'étonne qu'il y ait encore sur notre continent des gens qui trouvent que lorsque des États africains se rassemblent pour faire face à une menace multiséculaire, qu'ils sont en train d'agir de manière circonstanciée. Non, c'est une nécessité historique. D'autant plus que l'Afrique est agressée comme Afrique. Elle est agressée comme totalité. Robert dit ça. Ce qui se passe au Mali, au Burkina, au Niger, c'est ce qui se passe en République démocratique du Congo. C'est ce qui s'est passé en Libye, en Somalie. C'est la même méthode au Soudan. C'est ce qui se passe au Tchad, en Centrafrique. C'est une stratégie de l'organisation du traité de l'Atlantique Nord pour maintenir notre continent en situation de vassalité et de débit ad vitam aeternam de matières premières. Je lisais à tout hasard qu'un pays comme le Niger avait signé en 1968 une convention accordant l'uranium nigérien pour 75 ans à la France, sans considération pour les quantités extraites. Non, Robert, la création de l'AES n'est pas une action circonstanciée, c'est le réveil de la conscience historique africaine. D'autant plus que, allons-y pratiquement, comment peut-on vaincre le terrorisme en le combattant séparément? Impossible. Vous combattez Al-Qaïda et l'État islamique au Mali, ils se réfugient au Burkina. Vous les combattez au Burkina, ils se réfugient au Niger. Vous les combattez au Niger, ils se réfugient en Algérie. Vous les combattez en Algérie, ils se réfugient, je ne sais pas, en Libye. Il faut une synergie des États pour amenuiser les groupes terroristes. On ne pourra jamais mettre fin au terrorisme, mais on pourra toujours neutraliser les terroristes. Le terrorisme est un dispositif mental et idéologique qui consiste à utiliser la terreur pour imposer ses objectifs économiques, ses objectifs politiques ou accessoirement religieux. Il y aura toujours des terroristes. Et j'espère que vous savez très bien que les plus grands terroristes que nous ayons connus, ce sont les négriers, ce sont les colons, ce sont les néocolons et les impérialistes. Et Al-Qaïda et l'État islamique sont des enfants de cœur à côté de la barbarie de l'occupation coloniale, des exterminations coloniales, des exterminations négrières. On essaye de nous présenter le terrorisme comme un phénomène nouveau, alors que l'Afrique est confrontée à une expérience de 6 siècles de terrorisation. 6 siècles de terrorisation. J'ai lu dans l'avion me ramenant du Niger au Mali, un ouvrage du docteur Abbas Zirbin, un brillant médecin nigérien qui a travaillé sur ce qu'il appelle le sahélo-terrorisme et qui montre que pendant très longtemps, on s'est amusé à ne pas appeler un chat un chat. On s'est amusé à ne pas comprendre que l'attaque d'Al-Qaïda de l'État islamique c'est tout simplement, en fait, la mise en œuvre du plan que ceux qui ont attaqué au 18e, 19e pour dépecer l'Afrique en territoires coloniaux avaient déjà mis en place. C'est le même plan qu'ils avaient mis en place pour s'approprier la main-d'œuvre africaine quelques siècles plus tôt. Nous sommes dans une continuité du terrorisme. Par conséquent, il nous faut une réponse continue. La réponse doit être à la mesure du problème. Enfin, l'AES, c'est quelque chose de beaucoup plus sérieux. La raison est toute simple. Le Mali a bien compris que s'il laissait attaquer le Niger, les populations fuyant le Niger, elles viendraient au Mali. Bien sûr. Donc c'était dans l'intérêt du Mali d'empêcher l'attaque contre le Niger. Il ne faut pas non plus ici que nous soyons un peu bisounours et qu'on pense que les États, le Mali, le Burkina, ont simplement été animés d'un élan d'amour. Non, ils ont été animés d'un élan de conscience. Si le Mali explose, la Côte d'Ivoire explose. Le Burkina explose, le Niger explose, le Nigeria explose. Donc nous n'avons pas intérêt à laisser attaquer un État de la sous-région parce qu'en le laissant, nous nous suicidons. Enfin, il y a quand même une troisième raison. Le Liptako Gourma, mon cher Robert. J'espère que vous savez qu'aujourd'hui, avec le bassin congolais, la République démocratique du Congo, c'est la plus riche région en concentration de matières premières stratégiques sur la Terre. Albert Einstein a écrit une lettre en novembre 1939 au président Franklin Delano Roosevelt. Dans cette lettre, il lui dit: il est très important de savoir que la plus grande réserve d'uranium sur la Terre se trouve en Afrique et notamment dans le bassin du Congo. À l'époque, on ne connaissait pas encore les réserves, par exemple, du Liptako Gourma. Et il continue.
Or, vous savez que ce métal est décisif pour développer et posséder l'arme dissuasive et l'arme destructrice la plus importante, la bombe atomique. L'atome. La maîtrise de l'atome. C'est clair. Et donc de l'arme nucléaire. Et Einstein ajoute un troisième paragraphe. Il est donc de la plus grande nécessité pour les États-Unis de veiller à ce que les réserves d'uranium du Congo ne soient jamais contrôlées par les Congolais. Voilà ce qu'un scientifique opérationnel. Parce que Einstein était un scientifique opérationnel. Il fait des études de sciences physiques. Ensuite, il travaille dans un institut qui est collé au ministère de la Défense des États-Unis. Après avoir été exfiltré d'Allemagne, parce que juif, il était pourchassé par les nazis. Ce type fait le travail d'instruire le gouvernement américain de tout faire pour qu'à la tête du Congo, il y ait systématiquement des gouvernements qui vont accepter le pillage de l'uranium congolais. Mais il faut que nous sachions que ce qui nous arrive a été pensé par les autres et que nous devons donner une réponse pensée. Quand on a donc aujourd'hui avec la révolution numérique, Robert dit ça, toutes les informations que nous possédons, on ne peut plus se permettre de penser que la politique est simplement une affaire de réaction. Ça doit être une réponse systémique, systématique. Et si l'Institut de l'Afrique des libertés a décidé de soutenir le travail des gouvernements, soutenir la lutte des peuples, c'est parce que nous savons que s'il n'y a pas de savants opérationnels pour transférer le savoir théorique en savoir pratique, c'est-à-dire aider les décideurs à être prêts dans un monde qui va très vite, mais nous allons nous effondrer. Les Africains vont se retrouver déportés sur tous les autres continents et le mythe du raciste Forster, le raciste sud-africain, d'une Afrique sans les Africains, qui serait un paradis pour les occupants non africains, ce mythe dangereux se réalisera. Donc pour moi, nous devons prendre l'AES au sérieux. C'est la prunelle de nos yeux. C'est ce que nos ancêtres voulaient pour nous. Ce pourquoi on a tué dans le passé les meilleurs d'entre nos dirigeants. C'est cela qui maintenant s'accomplit. Mais cela s'accomplit parce que le temps de la puissance, de la sagesse, de la force africaine est arrivé. Alors, l'AIS, une dynamique irréversible selon vous, même si, en fait, un de ces gouvernements en place aujourd'hui venait à prendre fin? Est-ce que c'est un processus irréversible désormais selon vous? Il y a quelque chose qui s'est produit dans les peuples de l'AES. Ce quelque chose-là, je le perçois comme une nécessité historique, une force qui transcende les individus. Il y a beaucoup d'Assimi Goïta qui sont nés au Mali. Il y a beaucoup d'Ibrahim Traoré qui naissent au Burkina Faso. Il y a beaucoup de Tiani qui naissent. J'ai la chance, jusqu'ici, de connaître maintenant, dans une certaine proximité, les dirigeants maliens et nigériens. La détermination de ces hommes vient d'une force surnaturelle qui vient de leur peuple, mais qui transcende leur peuple et qui relève même de la force qui tient le cosmos en équilibre. Les peuples ont changé. Et voilà pourquoi ce n'est pas RFI, France 24 ou TV5 qui font l'actualité, mais les réseaux sociaux africains, mais des chaînes comme Africable. Désormais, l'Afrique s'approprie son discours de la méthode. Les Africains sont les mieux placés maintenant dans le monde pour parler de l'Afrique. Et les Africains s'écoutent davantage eux-mêmes qu'ils n'écoutaient jusqu'ici, bien sûr, ces voix étrangères qui, pour des intérêts étrangers, dictaient le discours africain de la méthode. Donc, il y a quelque chose qui a changé. La génération qui est actuellement aux affaires dans l'AES a provoqué un mécanisme qui, en spirale, va conduire à une prise de conscience plus forte. Je pense même que les dirigeants actuels, chaque jour qu'ils se lèvent, ont le sentiment que les peuples vont plus vite qu'eux. Il m'arrive de constater que les dirigeants de l'Alliance sont obligés de rejoindre les peuples. Parfois, ce qu'ils croient impossible commence à être réalisé par les peuples, les obligeant à suivre parce que cela est vrai et juste. Alors, nous sommes quand même dans le domaine de l'histoire, et c'est un domaine qui est caractérisé non pas par l'irréversibilité, mais qui est caractérisé quand même par les options de la liberté. Les hommes peuvent toujours se tromper. Il pourrait y avoir des erreurs, il pourrait y avoir des blocages, il pourrait y avoir des stagnations. Mais nous n'avons pas le droit de fuir les difficultés. Je dis souvent une phrase qu'il y avait sur les livres de mathématiques de mon enfance au Cameroun, ou bien les difficultés brisent un homme, ou bien elles achèvent de le rendre plus fort. On doit le dire des peuples. D'accord. Assumons les difficultés, car c'est cela qui nous fera grandir. Alors, une dernière question, professeur, parce que nous acheminons vers la fin de cet entretien-là. Au nom de l'anticolonialisme critique, très bien. Au nom, en fait, du troisième axe du programme d'émancipation africaine, de l'Institut Afrique des libertés, qui est quand même un programme qui va lutter, ou qui aidera à lutter contre tout ce qui est despotique en Afrique.
Burkina, Niger, Mali, nous sommes avec des militaires au pouvoir. Alors, des heures passent, des jours passent, des semaines passent, des mois passent, des années passent. Ne devons-nous pas craindre des despotes en fin de compte? Très bien. Votre question, mon cher Robert Dissa, appelle une distinction conceptuelle fondamentale. Nous devons distinguer les coups d'État militaires réactionnaires néocoloniaux d'un côté, et de l'autre côté, les coups d'État militaires révolutionnaires et populaires. Les coups d'État militaires réactionnaires et néocoloniaux sont fomentés par des puissances étrangères pour imposer à la tête de nos États des hommes en armes, mais qui servent les multinationales étrangères, qui servent l'impérium néocolonialiste, qui servent la domination des puissances moyen-orientales ou occidentales sur les Africains. Maintenant, il y a les coups d'État révolutionnaires et populaires. Ils répondent aux aspirations des peuples. Les forces de défense et de sécurité prennent acte du fait que les peuples veulent être les acteurs principaux de leur propre transformation. Et ces coups d'État ont une légitimité morale, car ils mettent fin à des régimes aliénés, orientés par les intérêts extérieurs et ennemis de leur propre peuple. Mais est-ce que ces coups d'État ont vocation à devenir permanents? Je parle de la seconde catégorie. Là encore, non. Mais, Robert, nous sommes en guerre. Quand un pays est en guerre, combien de pays en guerre avez-vous vu laisser à l'écart de la gestion de la chose politique leurs militaires? Impossible. Impossible. C'est impossible. Maintenant, j'ajoute. Est-ce que vous savez que 15 des présidents qui furent élus à la tête des États-Unis d'Amérique étaient des officiers d'armée, bien souvent des généraux? 15. On nous donne des leçons de démocratie et de droits de l'homme, parfois à partir de Paris. Mais qui a fondé la 5e République française? Le général de Gaulle, qui a été putschiste, rebelle, exilé, condamné à mort par le régime de Pétain, et qui, grâce aux troupes africaines et anglo-américaines, va revenir libérer la France. Comment peut-on pérorer contre les Africains dans leur processus révolutionnaire, alors qu'on est issu d'une république fondée par un officier putschiste, rebelle, condamné à mort, exilé, et qui pourtant est présenté aujourd'hui comme un héros? Héros, bien sûr, pour la France, parce qu'il organise sa libération de l'occupation nazie, et je suis le premier à reconnaître que c'est une très belle œuvre qu'il a accomplie. Mais bourreau pour les Africains, parce qu'au même moment, il met en place la pseudo-décolonisation de l'Afrique. Il est à l'origine de la France-Afrique. Donc, en fait, ce qu'il faut bien voir, c'est qu'il nous faut prendre avec détachement la question du rôle des citoyens militaires africains dans les processus politiques. Quand un pays est en situation de guerre, ses forces de défense et de sécurité doivent être pleinement impliquées dans la gestion du pouvoir. Lorsque le temps de guerre s'estompe, que la sécurité revient, le jeu politique doit être assaini de telle façon qu'une compétition libre entre les citoyens, sans prérogative militaire ou économique ou civile quelconque ait lieu. Je ne vois pas pourquoi on doit se fixer sur l'idée qu'un militaire n'ait pas le droit de se retirer, conformément à la loi, à temps de l'exercice des affaires politiques pour se présenter à une élection dans son pays. J'ai vu cela aux États-Unis. Les généraux américains qui sont devenus présidents s'étaient retirés des fonctions dans l'armée et ont candidaté à l'élection présidentielle. Oui, mais ça se passe, non? Ça se passe même chez nous. Mais bien sûr. Ça se passe, c'est pas un problème. Mais je rappelle même que la CEDEAO a été créée par 2 généraux putschistes. Le président Gnassingbé Eyadema du Togo avait pris le pouvoir en 1967 par un coup d'État contre le régime de Sylvanus Olympio. Le président Yakubu Gowon du Nigeria avait hérité d'un pouvoir putschiste au Nigeria. Ils ont quand même créé la CEDEAO. Mais dites-moi, combien de fois il y a eu des sanctions de la CEDEAO, des embargos de la CEDEAO contre le Nigeria, grand champion des coups d'État de 1966 pratiquement à 1993? Combien de fois? Combien de fois y a-t-il eu des sanctions de la CEDEAO contre le Togo, où le président Eyadema avait pris le pouvoir par coup d'État? Combien de fois y a-t-il eu des sanctions contre le Bénin, où le président Kérékou avait pris le pouvoir par coup d'État? Vous voyez? En réalité, c'est parce que le Mali, le Burkina et le Niger, aujourd'hui, sont dans des processus révolutionnaires, c'est-à-dire en faveur des populations, qu'on décide d'ostraciser, de diaboliser
les officiers valeureux qui risquent leur vie pour leur peuple, alors que de l'autre côté, on flatte M. Oligui Nguema à la tête du Gabon. Vous avez vu, il a fait un coup d'État, il a été applaudi par toutes les puissances néocoloniales. On flatte M. Kaka Déby à la tête du Tchad. Vous avez vu, il a fait un coup d'État, on est venu l'installer en avril 2021. Donc en fait, ce deux poids deux mesures écœurent les Africains. Ce sont les peuples africains qui doivent décider de la durée du séjour de leurs citoyens militaires au pouvoir. Un militaire, de mon point de vue, n'est pas un citoyen supérieur aux autres, mais il n'est pas non plus un citoyen inférieur aux autres. Nos constitutions doivent reconnaître des droits politiques égaux à tous les citoyens et définir dans quelles circonstances on peut compétir à l'élection présidentielle, aux élections législatives. Si la loi dit 4 mois avant l'élection, il va falloir, si vous êtes un membre de la transition, de vous retirer, il appartient à ceux qui veulent être candidats de respecter la loi. Mais je ne vois pas pourquoi on doit se braquer là-dessus. S'il faut que nos pays soient dirigés par des citoyens militaires parce que nous sommes en guerre, la raison nous dicte de le faire. D'accord. En tout cas, au Mali, on n'a jamais connu ce problème-là. La Constitution le permet bien. Un militaire au Mali peut démissionner. Et dans la nouvelle Constitution, c'est même 4 mois avant. Avant l'élection. C'était 6 mois. Tout à fait. Alors, professeur, nous arrivons vraiment au terme de cet entretien-là. Quel est votre appel aujourd'hui, pas à l'endroit forcément des peuples de l'AIS ou d'Afrique, mais principalement à l'endroit en fait des autorités de l'AES. Pour certains, vous ne les critiquez jamais, mais quel est votre appel à leur endroit? Quelles sont les erreurs dans lesquelles ils ne doivent jamais tomber, par exemple, en quelques 2 ou 3 minutes? La première erreur dans laquelle elles ne doivent jamais tomber, nos autorités bien-aimées, parce qu'elles se sacrifient pour nous, elles sont prêtes à mourir pour nous, c'est l'erreur de ne pas écouter leur peuple. Ne jamais rompre le lien avec le peuple. Pour moi, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est de préparer les peuples aux décisions les plus difficiles. Et ne jamais retarder le temps de ces décisions lorsque la préparation est suffisante. Donc une pédagogie de la décision. Les décisions sont mal vécues par les peuples quand elles n'ont pas été préparées et quand les peuples eux-mêmes n'y ont pas été préparés. Donc ici, j'appelle au renforcement du travail de communication politique qui est en cours dans les États de l'AES. Il faut continuer. Et l'Institut de l'Afrique des Libertés vient ici en soutien à cette démarche. La troisième recommandation, c'est que tous les dirigeants des pays de l'AES doivent tous les jours de leur vie songer qu'un jour il leur faudra quitter le pouvoir. Et que la plus belle leçon qu'ils puissent donner aux générations futures, c'est de quitter le pouvoir dans des conditions de paix, de transparence, d'équité, qui fassent qu'ils soient des anciens chefs d'État, aimés et respectés après le pouvoir, davantage même qu'ils l'auront été pendant le pouvoir. Voilà mes 3 conseils. Et vous dites que je ne les critique pas. Mais écoutez, lorsque nous sommes en guerre, nous partageons nos critiques entre nous, parce que nous avons une communauté de destin. En ma qualité d'intellectuel qui a pris conscience de la gravité de la situation de l'AES, mon rôle est d'apporter une contribution critique, mais qui soit utile à la lutte ensemble. Il ne faut pas confondre vitesse et précipitation, vessie et lanterne, critique et d'une certaine façon, impulsivité. Critique et critique. Voilà. Voilà. Merci, professeur. Merci, mon cher Robert. Content d'avoir cet entretien avec vous. Vraiment, nous sommes très heureux de vous avoir reçu là ce soir et échanger avec vous sur ces questions combien importantes. Merci. Et merci pour votre clairvoyance. Merci pour vraiment la profondeur de tout ce que vous nous avez donné ce soir. Merci beaucoup. Mesdames, Messieurs, c'était alors l'invité de politique africable, le professeur Franklin Nyamsi, ou à Cameroun, ou à Africa, professeur agrégé de philosophie, auteur de nombreux ouvrages de philosophie, de littérature et d'analyse politique, auteur entre autres sur une vingtaine d'ouvrages critiques de la tragédie camerounaise, Dire avec S, Adieu pour demain, Oraison pour une humanité révoltée, aussi pour
un anticolonialisme critique et contre l'anticolonialisme dogmatique, regard croisé sur la crise post-électorale. Avec le professeur, mesdames, messieurs, nous nous sommes entretenus justement sur l'Institut Afrique des Libertés qu'il dirige. Nous avons parlé également du panafricanisme et enfin de l'AES dans ses forces et faiblesses. Merci de nous avoir suivis. Passez un excellent week-end de soir et comme demain dimanche, nous ne nous verrons pas pour politique le débat. Alors, mesdames, messieurs, je vous souhaite une bonne et heureuse année 2024. À très bientôt. Bonne année à tous. Bonne année à tous. Bonne année.